Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et ça y est, nous y sommes, dernier samedi du mois de novembre, avec vous, avec un temps extrêmement compliqué, très hivernal. Soyez prudents sur les routes. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Dites donc, c'est vous qui avez gagné les 162 millions Malheureusement non. Sinon vous le sauriez déjà, je serais venu avec une Tesla ce matin pour vous l'offrir. Voilà. Mais non, j'ai pas gagné les 162 millions. Bon, est-ce que je peux, si jamais vous gagnez 162 millions, choisir ma voiture? Non, c'est moi qui ai choisi. Ok, bon, je prends quand même alors. En tout cas, on n'a pas gagné les 162 millions, mais on a gagné le bonheur d'être en votre compagnie tous les samedis de midi à 13h. Et au programme de cette émission, on va découvrir ces fameuses histoires de limiteurs de vitesse à partir de 2022 sur toutes les voitures. Vous avez entendu. Non, c'est pas toutes les voitures 2022, c'est les voitures nouvellement homologuées, voilà. Et 2024 pour tous les véhicules. En fait, c'est une alerte de survitesse. On va rentrer dans le détail de ce que c'est, parce que cette semaine, on a entendu que les voitures les freinaient toutes seules. C'est pas tout à fait ça. Voilà. Bon, la vraie question, c'est moi qui essaye des voitures en permanence. Est-ce que aujourd'hui un véhicule moderne peut vous donner de façon fiable la limitation de vitesse sur l'axe sur lequel vous roulez? Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. C'est est-ce que la voiture peut vous donner une indication qui est fiable à 100%? On détaille tout cela évidemment dans la partie qui sera consacrée à la sécurité, puisque ça en fait partie. On va aussi parler de GPL. Oui, qui veut la peau du GPL? Vous savez, le GPL, c'est je t'aime moi non plus. Je dis à chaque fois que je parle de GPL, mais c'est exactement ça. Alors, il y a tout un tas d'idées reçues qui circulent. On va essayer de leur tordre un peu le cou tout à l'heure. On parlera donc GPL. On parlera aussi des awards de l'automobile, puisque c'est bientôt. Ouais, on arrive pratiquement à la fin. Sud Radio est partenaire. En plus. Voilà. Et puis, on va parler de vous au 0826 300 300. Vos questions pratiques, votre envie de rencontrer l'ami Jean-Luc. Moi, accessoirement, mais côté voiture, faites-lui plus confiance que moi, je sais juste les conduire. 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio, où l'on vous attend. Question pratique, c'est avec vous. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et pour débuter notre rendez-vous, on va accueillir Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est pas vous qui avez gagné les 168 millions? Non, 162 millions. Bon. Non. Mais vous avez gagné le droit de poser votre question à l'ami Jean-Luc, on vous écoute. Voilà, moi ma question c'était par rapport à si on a acheté une voiture hybride rechargeable et donc on est pour l'instant on a juste la prise 220 à la maison et c'est quand même très long à charger et donc on a la capacité d'avoir du triphasé à la maison, donc c'était pour savoir s'il y avait des possibilités de charger notre voiture sans faire avoir recours à une wallbox. Alors, tout d'abord, vous n'aurez pas de prise alors vous appelez ça wallbox, mais vous n'aurez pas de prise dédiée qui fonctionnera avec un courant important sans être en triphasé. Ça, c'est la première chose. Vous êtes en monophasé chez vous ou triphasé? Pour l'instant, on recharge avec la prise qui a été fournie avec la voiture, mais on a le triphasé à la maison. Oui. D'accord. Mais en général, de toute façon, les hybrides rechargeables sont en monophasé. Alors, on va rentrer dans le détail un peu technique. On va rentrer un peu dans le détail. Une prise de courant, quand vous branchez, Laurence, c'est du 230 volts. Tout le monde le sait. Du triphasé, vous avez 3 phases plus un neutre. Donc là, on a une différence de phase entre. Alors, je vais essayer de faire ça. Non, mais j'adore. Je vous écoute. J'adore. Bon, je vous le fais super court. Là, on aura 400 volts au lieu d'avoir 230 volts, ce qui va permettre de charger à des vitesses plus rapides. Les voitures électriques aujourd'hui offrent cette possibilité de recharger en triphasé à des allures de charge. Alors, la limitation en monophasé, c'est 7,3 kW. On peut aller jusqu'à 11 kW et même 22 kW quand on est en triphasé. Mais il faut une prise spécifique. On ne peut pas avoir du triphasé sur une prise normale. Donc il faudra obligatoirement installer une wallbox. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que votre voiture, alors je vais vous donner le truc, tiens, pour savoir si votre voiture, elle accepte du triphasé ou pas. Vous allez ouvrir la trappe de recharge. Là, vous avez une prise, on appelle ça une prise de type 2. Il y a 7 broches sur cette prise de type 2. Il y en a les 2 petites du haut, c'est les 2 broches qui permettent le dialogue entre la voiture et la prise. Donc ça compte pas. Ensuite, vous avez une prise de terre, c'est la fiche au milieu, et puis après vous avez donc les autres pins tout le tour, et là vous avez un neutre et les 3 phases. Donc vous avez 4 broches. Donc sur une voiture qui est en monophasé, regardez en même temps que vous nous expliquez sur la page Facebook, l'ami Bastien a mis exactement le croquis. Merci Bastien. Ça. Donc vous avez le neutre et vous avez, si c'est en triphasé, les 3 phases, et si c'est en monophasé, vous n'avez qu'une des broches qui est présente dans la prise. Donc vous ouvrez la trappe de votre voiture et vous allez tout de suite voir si le chargeur interne il est en monophasé
ou en triphasé. D'accord. Donc s'il est en monophasé, ça sert à rien d'installer une prise très puissante triphasée, voilà. Mais par contre, il faut quand même installer, Olivier, une prise renforcée parce que vous allez quand même pomper. La voiture en plus, si vous la branchez là sur à chaque fois je dis la prise de la cafetière de Mémé, elle va pomper 8 ampères parce que elle se garde toujours une réserve. Donc vous avez intérêt à mettre une prise renforcée, ça permettra de grimper à 16 ampères. Donc là, vous allez charger un petit peu plus vite. D'accord, ok. Bon ben voilà, vous avez votre... C'est quoi comme voiture que vous avez en hybride rechargeable, Olivier? Je viens de regarder la trappe justement, c'était dehors. Et donc c'est foutu. C'est en monophasé, ouais. Bon, voilà. Mercedes GLA. D'accord, voilà. Bon. Non, mais vous pouvez mettez quand même une prise dédiée. Hein. Vous avez tout intérêt. Vous allez gagner en temps de recharge, évidemment. Bon, ben voilà. Par rapport à la prise traditionnelle classique, qui est 8 ampères, enfin qui est 10 ampères, et la voiture. Et notre ami Bastien continue. Alors c'est pas la bonne, ça. Ça c'est pas la bonne, Bastien. Non, ça, c'est pas donc la ça c'est bonne la quoi, prise, ça? Ça, je sais même pas ce que c'est. Alors, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, c'est parce que sur Facebook, donc si vous êtes au volant de votre voiture, vous ne pouvez pas la voir. Mais vous savez que vous nous retrouvez en direct sur la page Facebook de Sud Radio pendant que nous sommes en direct avec vous et que Bastien, qui réalise cette émission, aime bien nourrir cette page Facebook, notre écran. Raison. Mais carrément, c'est une très bonne idée. Et ma maman qui regarde me dit c'est drôlement bien. Oui. Et comment elle va, votre maman? Elle va très bien. Elle a fêté son anniversaire en début de semaine, 88 ans. Happy birthday to you, son prénom? Janine. Bon anniversaire à Janine. Voilà, et elle est très contente. Elle me dit, il est drôlement bien, ce petit gars. Ah, il est bien, Bastien. Ouais, on va le garder. Bravo, bon, Olivier, on va pas vous garder, vous, pour le coup. On vous embrasse, on vous souhaite un bon week-end. Merci à vous aussi, au revoir. Merci bonne beaucoup. Journée, au revoir. Au revoir. Juste avant de passer à la suite, je voudrais aussi que l'on parle de ce qui se passe avec le concours des entrepreneurs, les concours des startups. Ça, c'est important d'en parler parce que les délais de dépôt des candidatures qui devaient être passés à jeudi est reculé jusqu'à lundi. C'est le Grand Prix ACF Autotech 2022. Alors c'est sérieux quand même. Très une grande sérieux. École, c'est l'ESSEC plus. Alors je vais pas vous expliquer ce que c'est que l'ACF, c'est l'Automobile Club de France, le plus vieux club automobile du monde. Magnifique. Voilà. Donc, qui est situé sur la place de la Concorde, là. Oui, exactement. Magnifique, le bâtiment, juste au-dessus du Crillon. Exactement, un Qu'est-ce que bâtiment c'est beau. superbe. C'est très beau, une bibliothèque formidable. Il paraît que les femmes n'ont pas le droit d'y rentrer. Moi, non, alors les femmes ont le droit d'y rentrer, elles n'ont pas le droit d'être membres. Ah oui. Mais elles ont le droit d'y rentrer. Oui, mais on va changer les choses, là. Oui, on vous rappelle quand même que c'est grâce à une femme qu'on a des essuie-glaces. Ça évolue doucement. Bon, donc bref, revenons à nos moutons. À notre concours aux start-up auto. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire alors c'était du 26 octobre jusqu'au 26 novembre. Et là, c'est reculé jusqu'à ce lundi. Donc les startups qui ont un lien avec l'automobile, vous vous inscrivez. Et alors c'est très intéressant après parce que c'est un vrai coup de pouce si vous avez un projet. Alors attention, on parle de projet sérieux. Oui. On parle de projet sérieux. Oui, on parle de projet sérieux. Donc c'est un concours pour les startups du milieu automobile. Vous avez une startup qui travaille pour faire avancer l'automobile. Allez-y, n'hésitez pas, déposez votre dossier jusqu'à lundi et vous cherchez sur internet un Grand Prix ACF Autotech 2022. Mais voilà, à suivre dans notre rendez-vous concernant l'auto, puisqu'on parle auto, eh bien nous allons avoir le plaisir d'en savoir un petit peu plus sur ce fameux limiteur de vitesse avec Vincent Martinier, qui est le directeur marketing de TomTom. On va savoir exactement ce qu'il en ressort de ce nouveau système dont on entend parler depuis mardi en France. Merci de nous rejoindre à 12h15 très exactement ce samedi 27 novembre. Dans quelques minutes, on va parler des Awards de l'automobile puisque on approche de la fin et nous sommes partenaires. Mais tout de suite, on va décrypter tout ce qui s'est dit cette semaine parce que ça vous a mis en colère, l'ami Jean-Luc. Non, ça m'a pas mis en colère, mais il y avait un manque de précision qui était flagrant. Et puis, sur le fameux limiteur de vitesse. On nous a dit, en gros, voilà, maintenant, à partir de 2022, les voitures, quand vous dépasserez la limitation de vitesse, elles ralentiront toutes seules, voire même peut-être elles s'arrêteront, elles vous verbaliseront. Mais non, c'est pas tout à fait ça. On n'en est pas là. C'est une alerte de survitesse qui devrait être obligatoire sur les véhicules nouvellement homologués à partir de juillet 2022 et ensuite en 2024 sur tous les modèles qui seront commercialisés. Que penser du futur système d'adaptation intelligent de la vitesse? Voilà, c'est joli comme la nom, vraie question, c'est pour que la voiture vous donne la vitesse à laquelle vous devez rouler, elle doit avoir l'information et une information fiable. Or, aujourd'hui, qui donne ce type d'information? Il y a une caméra qui lit les panneaux dans la voiture, mais vous pouvez très bien avoir le panneau qui est caché par un autre véhicule, donc elle ne le lira pas. La deuxième source d'information, c'est la cartographie. Et la cartographie, elle est fournie par des gens qui ne font que ça. C'est pour ça qu'on a avec nous Vincent Martinier, qui est directeur marketing de TomTom. J'explique pas ce que c'est que TomTom. Bonjour Vincent. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Monsieur Martinier. Voilà, merci vous d'être pensez là. quoi déjà de cette nouvelle réglementation?
Écoutez, nous, on pense qu'effectivement, tout ce qui peut contribuer à la sécurité des conducteurs, ça ne va que dans le bon sens. Et aujourd'hui, on va travailler de plus en plus sur des systèmes qui vont aider, des systèmes d'assistance qui vont aider à contribuer à améliorer la sécurité routière. Je pense que ce système va en ce sens. Voilà. Alors, contrairement à ce qu'on a entendu cette semaine, c'est pas aussi castrateur. Non. Que ce qu'on a dit, on est d'accord, c'est une alerte qui va être donnée. Ça ne va pas vous arrêter la voiture. Il faut rappeler tout ce qui s'est dit toute la semaine. Parce que c'est ça. Hein. Alors, effectivement, c'est vrai Jean-Luc le rappelait, il a été dit que c'était un limiteur de vitesse qui allait jouer sur la puissance du moteur et éventuellement par la contrainte imposer une vitesse à votre véhicule. Oui, alors voire même automatisé, c'est-à-dire que le vitesse s'adaptait automatiquement à la vitesse. Ce qui peut être vrai, mais enfin le premier système et la base de tout, c'est finalement déjà une alerte, une information. C'est-à-dire que il n'est pas nécessairement lié à un limiteur de vitesse. Le premier niveau d'information, c'est de vous informer la vitesse autorisée sur la route et de vous donner une alerte soit visuelle, soit sonore, qui va vous rappeler que vous êtes au-delà de la vitesse autorisée. Vincent, ce que fait déjà la très grande majorité des véhicules qui sont commercialisés. Toutes les voitures aujourd'hui vous affichent un petit panneau qui indique la limitation de vitesse. Et sur les voitures plus perfectionnées, sur le compteur de vitesse, vous avez même, quand vous dépassez la vitesse autorisée, vous avez même la graduation du compteur qui change de couleur pour vous indiquer que vous êtes au-dessus de la limitation de vitesse. Et puis ça existe sur toutes les aides à la conduite, que ce soit le Google Maps, le Waze, tout ça. Dès qu'on dépasse, pareil, TomTom, c'est pareil, dès qu'on dépasse, mais donc en fait, c'est quoi? C'est un non-sujet? C'est une fausse info? C'est quoi? Non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, les parlementaires européens ont ratifié l'une de ces mesures phares, c'est de le rendre obligatoire finalement dans tous les véhicules. Vous le disiez, c'est aujourd'hui surtout sur des véhicules plutôt haut de gamme, on va dire, et que aujourd'hui, c'est un système qui va devoir s'installer sur tout type de véhicule, entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, et qui va vous permettre de s'adapter à cette vitesse. Et effectivement, aujourd'hui, c'est souvent basé sur soit une carto, soit une caméra. Aujourd'hui, en fait, le fait de le rendre obligatoire va obliger de continuer à progresser sur ce système. Et nous, effectivement, on amène une cartographie qui va amener cette fiabilité accrue pour informer les bonnes vitesses au bon endroit. Alors Vincent, moi qui teste des voitures en permanence, je peux vous assurer que, alors je vous ai dit, toutes les voitures pratiquement sont équipées de ça, sauf que, on va dire dans 10% des cas, l'information de vitesse qui est affichée au tableau de bord ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire qu'on se retrouve parfois dans des cas de figure. Alors, j'ai un exemple très précis. C'est sur l'autoroute, c'est la A411 à Annemasse. En fait, vous avez l'autoroute et en dessous, vous avez une voie de circulation en agglomération. Et systématiquement, à cet endroit-là, l'alerte de survitesse vous indique 50 km/h alors que c'est 110 sur l'autoroute. Donc, est-ce que ça va pouvoir progresser pour qu'il y ait moins de zones de flou comme ça? Parce qu'aujourd'hui, la précision d'un GPS, c'est combien de mètres? Aujourd'hui, on est précis de 5 à 10 mètres avec une puce GPS. C'est à peu près la précision qu'on obtient. Ça s'améliore régulièrement parce qu'il y a des systèmes de précision appelés GNSS qui vont encore améliorer cette qualité. Donc, on corrige de plus en plus. Puis, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que nous-mêmes, dans nos algorithmes, on va aussi travailler avec ce qui s'appelle le map matching. C'est-à-dire qu'on va corréler, en fait, votre position à la route et la probabilité en fonction de votre trajectoire nous permet de savoir que vous êtes sur l'autoroute et pas sur la petite route qui est adjacente. Si vous roulez depuis 50 km sur une autoroute, que tout à coup vous passez à côté d'une petite route départementale, il ne va pas se dire tiens, il est passé sur la départementale. Et puis autre chose, c'est les sorties, les voies de sortie. Parce que quand on est sur l'autoroute, les voies de sortie, elles sont à 90 puis à 70. Alors exactement, c'est ça. Alors c'est pour ça qu'effectivement, les voies de sortie, on va aller de plus en plus aujourd'hui. La précision des cartographies permet qu'on va aller de plus en plus sur une précision à la voie, c'est-à-dire que le positionnement du véhicule va pouvoir être de plus en plus être connu à la voie près. Aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont en train de se mettre en place. Donc effectivement, on va travailler de plus en plus sur la vitesse par voie. C'est ça qui est intéressant aussi avec le couplage d'une caméra et d'un système de positionnement, c'est qu'on va être de plus en plus précis. Et Jean-Luc, pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est aujourd'hui des informations sur lesquelles on travaille beaucoup. Nous, on a plusieurs dizaines de véhicules témoins qui parcourent des millions de kilomètres par an et qui
en fait photographient et prennent en fait une image permanente de toutes les routes de France sur l'ensemble du territoire, et en fait ces vidéos sont analysées pour repérer des millions de panneaux. Alors, Vincent Martinier, directeur marketing de TomTom, qui répond à nos questions. Donc, on a bien compris, Jean-Luc, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit depuis le début de la semaine. Non, c'est pas, on va pas vous empêcher de dépasser. Vous pourrez toujours dépasser la vitesse, mais on vous avertira que vous êtes au-dessus de la vitesse limite. C'est ça. C'est qu'il y a déjà un premier niveau d'avertissement, un deuxième niveau qui va peut-être aussi se coupler au limiteur de vitesse, et là, à partir de là, adapter la vitesse de votre véhicule. Ça, c'est un deuxième niveau que les fabricants... Pour conclure ? Pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, on va progresser de plus en plus sur ces technologies qui vont vous aider à d'une part, renforcer la sécurité, puis vous éviter de perdre des points tant qu'à faire, parce que aujourd'hui, c'est comme ça qu'on perd le plus de points. C'est par inadvertance, quand on a dépassé la vitesse de la limitation, qu'on perd ses points. Vincent Martinier était notre invité pour en parler un peu plus. Merci l'ami Jean-Luc. Merci Vincent. Directeur marketing de TomTom, vous serez d'ailleurs convié prochainement pour qu'on explique bien comment on fait chez TomTom, comment ça fonctionne, c'est intéressant aussi, c'est passionnant. Allez, après Vincent Martinier, c'est Rico qu'on accueille. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et tout de suite, Rico pour l'échange avec l'ami Jean-Luc. Salut Rico. Bonjour Rico. Bonjour. Question pratique. Comment vous allez où? Vous habitez où, pardon? Vous allez bien? Bon, bref. Vous n'avez pas gagné 162 millions. Elle est venue à la maison, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Tu as parlé. J'habite dans le Médoc, voilà. Ah, c'est voilà, oui, c'est ça. Rico, on vous écoute. Alors, moi j'avais une question toute simple, c'est que j'ai fait monter un boîtier Biomotors. Ouais, Biomotors, oui. Sur une Dacia Sandero essence que j'ai acheté d'occasion à 13 000 km. C'est flex-fuel, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon ? Oui, pour accepter du superéthanol 85. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc la voiture marche nickel, etc. Et je voulais savoir s'il fallait modifier les lubrifiants par rapport à l'essence, quand on a un boîtier éthanol ou pas. Alors, ce que vous avez intérêt à faire, maintenant que vous roulez à l'éthanol, alors déjà des vidanges un peu plus rapprochés, surtout si vous avez des démarrages à froid fréquents. Je ne sais pas comment vous utilisez votre véhicule, mais si vous utilisez la voiture en ville, utilisez la voiture en ville, il faudra raccourcir les délais entre deux vidanges. Pareil, au moment du démarrage, on a toujours un tout petit peu de dilution dans l'huile. Donc la tranquillité, ce serait d'adopter plutôt un lubrifiant avec ce qu'on appelle les additifs physico-chimiques. Alors là, c'est un petit peu technique. Vous avez quoi? Par exemple, c'est des petites particules physiques qui sont dans le lubrifiant. C'est soit du nitrate de bore, c'est de la céramique, soit du graphite. Ça, on connaissait autrefois. Alors c'est des huiles modernes aujourd'hui qui résistent. Alors il y a des tests qui ont été faits. Elles résistent 4 fois mieux qu'un lubrifiant classique quand on a une dilution d'éthanol. Donc ça limitera l'usure moteur. Alors je donne toujours cette marque-là, mais il y en a d'autres qui le font maintenant. Surtech fait des huiles comme ça qui s'adaptent très bien. Ce que vous pouvez faire aussi, ça n'a pas de rapport avec le lubrifiant, mais bien vérifier que les bougies restent en bon état, parce que surtout l'hiver, vous risquez d'avoir des problèmes de démarrage à froid, par exemple, avec les bougies. Voilà. Et puis de temps en temps, vous faites un plein 50-50 avec de l'essence. Et puis il y a aussi des additifs. Alors maintenant, il y a de plus en plus de gens qui commencent à rouler à l'éthanol. Donc aujourd'hui, il y a des additifs qui existent qui vont permettre de lubrifier les injecteurs, parce que l'éthanol, c'est de l'alcool. Donc c'est asséchant. Exactement. Donc de temps en temps, mettre un petit produit lubrifiant dans les injecteurs. Voilà. Et puis voilà, Rico. Exactement. Puis à noter quand même qu'aujourd'hui, alors c'est cette semaine, les moteurs Euro 5 et Euro 6, Euro 5 et Euro 6, c'est après 2011, à injection directe de plus de 15 chevaux peuvent être équipés. Ça, je dis pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Et pourquoi donc il y a ce changement Non, ils peuvent être équipés. C'était la réglementation l'autorisait, mais ça y est, maintenant, il y a des boîtiers Biomotors, fait un boîtier depuis cette semaine qui permet d'équiper les plus de 15 chevaux en injection directe. Rico ? Voilà, mais pour vous, Rico, le lubrifiant particulier, c'est peut-être pas la peine, mais par contre, de temps en temps, un petit additif dans le réservoir. Rico, je sens que vous avez une question à nous poser, mais il nous reste 20 secondes. On a le temps ou pas? Simplement une chose, que par contre, j'ai un gros problème pour avoir la carte grise, quoi. Ah oui, pourtant vous aviez un boîtier homologué. Bah oui. Alors j'ai un boîtier homologué. Puisqu'il me reste 20 secondes, je vais vous expliquer en 2 mots. La voiture, je l'ai achetée au mois de juillet. Au 13 août, j'ai fait monter le boîtier éthanol chez un Biomotors. Ouais. D'accord. J'ai reçu mon truc d'homologation le 19 octobre. Oui. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et là, depuis 3 semaines, je me suis chargé
Je me suis fait... non, mais vous avez rempli sur la NTS la demande de changement de carte grise. Oui, vous avez fait ça, oui. Ça fait 3 semaines, mais vous inquiétez pas, moi ça a mis 2 mois. Ah bon, alors tout va bien, on est dans les temps. Alors puisqu'on est dans les temps, on va y aller. Merci beaucoup Rico. Mais en tout cas, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Passez un super week-end du côté du Médoc. On vous embrasse fort et merci d'être à l'écoute régulièrement de Sud Radio. Et d'On parle auto. À suivre dans quelques instants les Awards de l'automobile, puisque là, ça y est, on va l'avoir dévoilé le 9 décembre. On va poser plein de questions. Exactement, on aura le palmarès complet. Et surtout, on y va là. On y va maintenant. Là. À tout à l'heure, l'ami Jean-Luc. Merci des messieurs. Sud Radio, On parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Dans quelques instants, minutes même exactement, on va parler du GPL. Mais pour l'heure, tout de suite, on va prendre le temps de parler de ces fameux Awards de l'automobile avec Lionel Robert, qui est l'organisateur, qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour Jean-Luc. Bon, on va pas dévoiler, ça sera sur Sud Radio, tiens d'ailleurs, dans 10 jours, c'est ça? Le 9 décembre. C'est le 9 décembre au soir. Ouais. Donc le 10 au matin, vous aurez la primeur des résultats de ces Awards de l'automobile, mais sans dévoiler quoi que ce soit, on peut déjà parler des grandes tendances, Lionel, parce que vous avez analysé tous ces résultats, vous les avez décortiqués. On va préciser qu'il y a un jury qui est à totale parité, ce qui est quand même assez rare dans les jurys. Surtout quand on parle du monde de l'auto. Et exactement. Juste, parce que moi je me mets toujours à la place de la personne qui arrive à l'écoute de Sud Radio, qui n'a jamais vraiment entendu parler d'awards, d'auto. Un petit mot, Lionel, en quelques secondes sur ce que sont les Awards de l'automobile. Oui, d'abord, oui, je rebondis sur ce que dit effectivement Jean-Luc pour dire que la mixité, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de s'appliquer. Donc, pour le coup, aux Automobiles Awards, c'est le cas, puisque le jury, effectivement, est composé de 9 hommes et 9 femmes. Les Automobiles Awards est un événement qui existe depuis maintenant 4 ans et qui, chaque année, remet des trophées, des prix aux constructeurs et aux équipementiers qui se sont montrés les plus innovants durant l'année. Donc en gros, c'est le grand palmarès, on va dire, automobile de l'année. Et ça se passera donc le 9 décembre, c'est là qu'on aura les résultats. Alors, que je viendrai vous décliner le lendemain. On aura les résultats le 9 au soir, mais d'ores et déjà, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dessinent? Bon, on voit par exemple 40% des ventes, c'est les SUV. Est-ce que dans les Awards, il y a une SUV mania également? Alors, il y a naturellement une SUV mania puisqu'il y a une catégorie baptisée SUV, donc celle-là évidemment elle est remplie. Ah bah oui, non mais SUV, forcément. Mais en fait, la tendance, je dirais, cette année, elle est surtout marquée par l'électrique. D'accord. En fait, sur les 12 catégories réunissant des automobiles, sans vous dévoiler quoi que ce soit, je peux quand même vous dire que 7 d'entre elles, donc 7 sur 12, ont été remportées par un véhicule 100% électrique. Donc ça, c'est quand même une tendance forte de cette 4e saison. Et on va dire aussi, tiens, allez, je crame un truc, vous allez me détester Lionel, mais on va dire aussi que la marque automobile de l'année est aussi une marque électrique. Et là, ce sont les patrons de l'automobile qui votent, c'est pas le jury. C'est ça? Alors, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Merci Jean-Luc, on ne peut rien dévoiler, mais effectivement. Et les filles, moi je suis une grande babelle. Les DG, les présidents de marque ont été appelés à voter pour la marque de l'année. Et ils ont joué le jeu, ils ont été assez fair-play dans l'ensemble. Et effectivement, une marque s'est clairement détachée, une marque, 100% électrique, a effectivement été élue. Tout à fait. Ouais, les garçons, non mais sérieux, on a tous compris quoi. On parle vrai sur Sud Radio. Il y a sans rien dévoiler encore, mais il y a une marque en particulier qui a quand même été, elle qui n'est pas électrique, et qui a quand même été largement auréolée puisqu'elle a remporté 4 prix. Enfin, remportée. Elle a été distinguée dans 4 catégories, exactement. Voilà. Vous la découvrirez donc le 9 décembre. Quel suspense. Quel suspense. Que le Grand Prix, vous savez, qui consiste à faire élire en clair la. Oui, alors combien de votants sur Internet? 258 000 votes recensés. Ouais. Oh, vous êtes un sacré influenceur, vous, hein? Donc c'est un très très beau succès et que le podium, comme l'an passé, est extrêmement éclectique puisqu'il réunit à la fois de la passion et de la raison, un peu comme chaque année. Donc là encore, c'est toujours assez intéressant d'observer. Dans les voitures populaires, on a un truc qui se démarque aussi. Oui, il y a à part le SUV, Alors, vous savez, ça c'est la catégorie qu'on appelle la catégorie Good Deal. Donc c'est la bonne affaire de l'année. Ouais. La marque qui l'emporte ne vous surprendra pas, même si je la donnerai pas aujourd'hui. D'accord, c'est un secret de polichinelle comme la marque électrique, c'est ça? Surprenant en revanche, c'est que c'est un véhicule effectivement 100% électrique qui l'a emporté. Ah, c'est la 208. Donc l'électrique partout. L'électrique est partout. Sinon, allez, pour vous faire rire. C'est l'autre. C'est terrible. Pour vous faire rire, peut-être, je pourrais vous dire un mot de la catégorie supercar. Vous savez,
qui votent les hommes et les femmes en fonction. C'est ça, j'allais poser la question. Est-ce qu'il y a une différence, puisque le jury est à parité, entre il y en a une. Majoritairement ce que votent les hommes et les femmes? Oui, les femmes, on a du goût. Alors, d'accord. Les hommes sont très portés clairement sur Ferrari. Encore. Les femmes, pas du tout. Pas du tout. En revanche, je vais les femmes la vont mienne, étonner dans leur vote très... Alors, elles ne sont pas que Aston Martin, les femmes. Elles aiment aussi beaucoup Maserati. Oui, je suis d'accord. Et ça, je l'ignorais, voilà. Ah oui, je suis d'accord. Par contre, il y a une marque qui est, alors pour le coup, très, on va dire, très mixte, parce qu'elle concerne surtout les passionnés. Donc passionné et comme passionné et eux, mais il faut vraiment être passionné pour y adhérer, c'est Porsche. Ah ouais. Voilà. Moi alors Maserati, je suis d'accord. Moi je suis fan de la Levante que j'avais essayé par exemple, mais je suis assez d'accord. Je suis assez fille. Je préfère Maserati à Ferrari. Et de manière plus Porsche, globale, voilà. De manière plus globale, j'ajouterais aussi que les femmes sont peut-être plus ouvertes éventuellement à l'électrique. Et les hommes peut-être encore un peu plus attachés au thermique. Voilà, oui, alors moi je suis très masculine d'un seul coup là. C'est mon côté mec. Bon, écoutez, voilà, ça y est, on a planté le décor, hein, vivement les résultats. On en reparle évidemment. Nous, on en reparlera, c'est le 11, hein, c'est ça. Vous serez avec nous, Lionel, pour en parler. Mais le 11. On détaillera un petit peu plus. On détaillera un petit peu plus. Vous venez en studio, on fera une petite spéciale. Hein oui. Pour conclure, Laurence et Jean-Luc, je voulais juste vous dire, simplement, je voulais remercier Sud Radio, parce que voilà, vous avez un beau slogan, parlons vrai, mais merci, ce n'est pas qu'un slogan, c'est aussi la réalité, et merci d'être à ce point partenaire de l'événement Automobile Award. On est aussi là pour ça, on vous embrasse fort Lionel, et on vous donne rendez-vous bientôt, voilà, avec les bouteilles de champagne, avec modération évidemment. On vous embrasse Lionel, bon week-end à vous. Bon week-end, au revoir. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler du GPL avec ce sujet que vous nous proposez, l'ami Jean-Luc. Qui veut la peau du GPL? Mais pourquoi tant de haine? Qui veut la peau de Roger Rabbit? En fait, c'est un ami docteur qui est un fervent adepte du GPL depuis des années. Alors, il est pneumologue. Donc, lui, il voit surtout l'aspect environnemental et santé du GPL. C'est-à-dire, il se dit, il bosserait moins en fait en même temps. Donc il bosserait moins s'il y avait plus de voitures GPL. Donc lui ne supporte pas qu'on tape à bras raccourcis sur le GPL. Et c'est vrai que ces derniers temps, alors c'est une belle alternative à l'essence et au diesel. La meilleure preuve, c'est que Dacia propose toute sa gamme désormais en bicarburation essence GPL, ce qui fait sans doute augmenter les ventes de ce carburant. On va poser la question à Joël Pédessac, qui est directeur général de France Gaz Liquide. Bonjour Joël. Bonjour à tous les deux. Bonjour Joël. Donc les ventes de GPL, ça monte, on est d'accord Joël? Alors les ventes de gaz dans les stations-service, effectivement, ont repris de la croissance cette année. On est à peu près en hausse de 30%. Et la hausse des ventes de véhicules est en forte croissance elle aussi. C'est quoi? Excusez-moi, parce qu'on parle vrai sur Sud Radio. Voilà. Attends, combien? C'est quoi les fortes ventes? C'est 30% si on en vendait 3, 30%, ça fait quand même pas beaucoup. Non, je parle de carburant. Ouais. Non, là, je parle de les ventes de carburant, donc les litres de carburant. On passe de 30 000 tonnes à 40 000 tonnes. C'est significatif. Une augmentation. Pour nous, c'est significatif. D'accord. Sur les véhicules, on est passé de 20 000 véhicules sur l'ensemble de l'année 2020. Et là, fin octobre, on était autour de 40 000. On va finir sûrement à 50 000. Ah, quand même, là, oui. Et ça représente 3% des ventes de véhicules neufs, l'électricité étant à 8. D'accord. Ouais. Donc ça monte, on est d'accord. Alors moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, c'est que le nombre de stations-service diminuait. Fake news ou réalité? C'est pas. Alors, il y a une diminution, on peut effectivement le reconnaître. C'est tout simplement lié au fait qu'il y a des stations-service qui ferment tous les jours, et c'est pas des stations GPL. D'accord. Et alors, si vous avez une station qui ferme avec le GPL dessus, malheureusement, le GPL, pour le client qui a l'habitude de s'approvisionner là, effectivement, ça ferme. Petite parenthèse, Paris qui veut rouler plus propre, il y a de moins en moins, il y a presque plus de stations GPL dans Paris. C'est bientôt fini. Et est-ce que vous ne subissez pas, Joël, la surenchère sur la survente des voitures électriques? Du coup, on parle moins des GPL. Il y a une telle communication sur l'électrique qu'on ne parle pratiquement pas des autres.
Les ventes de véhicules GPL disent le contraire, puisque alors c'est vrai que Dacia dépend aujourd'hui beaucoup des ventes de GPL, puisque c'est, je crois, 30% de leurs ventes. Hein, c'est ce sur quoi ils ont communiqué. Je crois que c'est même monté à 60% cet été. Donc ça veut dire que pour Dacia, c'est un carburant, une motorisation qui commence à compter. Donc l'électricité, je trouve qu'elle va beaucoup plus vite que ce qu'on avait compris, mais ça nous fait pas trop d'ombre, puisque la dynamique chez nous est quand même très très forte. Le carburant à 85 centimes du litre, on parle de l'éthanol, vous avez parlé de l'éthanol aussi tout à l'heure, mais je pense qu'avec une essence à 1,60 en moyenne et un gasoil pas très loin, le carburant pas cher, ça sensibilise les gens. Alors Joël, j'ai lu aussi dans Auto Plus très récemment que la durée de vie des moteurs qui tournaient au GPL était plus faible. Bon, ça... Je me disais pourvu qu'il ne l'ait pas lu. Si je l'ai lu et je suis pas du tout d'accord avec cet article, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il y a des études sérieuses qui ont été faites sur le sujet? J'ai été très très étonné parce que en fait on fait nous des enquêtes conso régulières depuis 15 ans. Le taux de satisfaction des automobilistes qui utilisent le GPL est un très haut niveau. J'ai jamais entendu dire qu'il y avait une limitation ou une réduction C'est même le contraire. Hein. En général, ceux qui roulent au GPL font des kilométrages beaucoup plus importants. Il n'est pas rare d'avoir des véhicules qui ont 500, 600 000 km en fonctionnement GPL. Il faut juste être attentif à avoir un système d'allumage qui est suffisamment performant, puisque le GPL est un peu plus dur à allumer que de l'essence. C'est la seule chose. Comme dans tout véhicule, vous faites une maintenance normale. Il n'y a pas de maintenance supplémentaire sur un véhicule au gaz par rapport au véhicule essence. Donc cet article, on est en train de l'analyser pour comprendre ce qu'il y a derrière. Mais j'avoue que ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'on... Bon, par ailleurs, Autoplus dit aussi beaucoup de bien du GPL. Donc ce point-là est à creuser. Il y a peut-être eu un cas où quelqu'un qui a eu un véhicule qui a duré 80 000 km, mais je ne sais pas si c'est le GPL qui est en cause. Joël Pédessac, pour quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui écoute On parle auto sur Sud Radio et qui se dit ouais c'est vrai, peut-être que je me laisserais bien tenter par un GPL. Est-ce qu'on peut avoir les grandes qualités sur Sud Radio aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pourquoi choisir un GPL? Voilà. Donc un véhicule GPL, si vous voulez acheter un véhicule neuf, dans la gamme Dacia ou Renault, ça vaut pas plus cher qu'un véhicule essence. Je crois que chez Duster, par exemple, ça commence à 14 000 euros sur le Duster version 2022 et autour de 9 000 euros. Donc ça veut dire que c'est un véhicule qui est pas plus cher qu'un autre. Les cartes grises sont gratuites dans pratiquement toutes les régions de France. Le carburant est pas cher et en fait. Et on diminue les rejets de particules et d'oxyde d'azote aussi quand même. Et donc la cerise sur le gâteau, c'est que ces véhicules sont critère 1. Un véhicule GPL qui a 15 ans, qui est Euro 1, va être aussi critère 1 alors qu'il est non classé quand il est en essence ou en diesel. Donc il y a, avec la mise en place des zones à faible émission, un véhicule GPL aura toujours le droit de circuler. Voilà. Okay, super. Juste en 2 secondes, quel pourcentage de bio-GPL aujourd'hui dans les stations françaises? Alors, il y a effectivement du GPL renouvelable. Dans certaines stations, ça monte jusqu'à 10%. Donc, c'est variable en fonction des ressources des distributeurs. Mais ça pourrait monter jusqu'à 100% dans les 10 ans qui viennent. Voilà. Et puis, la dernière chose à faire, effectivement, selon là où on habite, de vérifier si on a une station GPL quand même à proximité. Ça roule à l'essence, un véhicule oui, GPL, aussi, c'est vrai. Tu as raison, Jean-Luc. Oui, tu as raison. Heureusement que tu es là. On vous embrasse. Merci beaucoup, Joël. Merci, Joël. Joël Pédessac, directeur général de France Gaz Liquide. Allez, la dernière pause de notre rendez-vous. Dans quelques instants, on va parler pneus. Et doit-on respecter les dimensions, les indices de vitesse et de charge lorsqu'on monte des pneus d'hiver ou 4 saisons? Et puis, vous le savez, un vol aux questions en direct à l'ami Jean-Luc, c'est tout de suite au 0826 300 300. Vous pouvez d'ores et déjà nous rejoindre. Et pour notre dernier quart d'heure dans notre rendez-vous, on va accueillir pour la question pneus Dominique Stempfel, qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Avec cette question importante, doit-on respecter les dimensions, les indices de vitesse et de charge lorsqu'on monte des pneus hiver ou des pneus 4 saisons? J'ai le sentiment, moi Dominique, parce que j'ai commencé ma vie d'automobiliste avec une 2 chevaux, et à l'époque, quand il neigeait, je partais avec la 2 chevaux avec mes pneus normaux et ça roulait nickel. Ouais, c'était la 2 chevaux. Ben ouais. C'était la 2 chevaux qui avait une tenue de route, y compris sur route enneigée, qui était juste exceptionnelle. Voilà. Et c'est lié à quoi ça? Alors c'est vrai que sur les voitures anciennes, on avait moins de contraintes et c'était plus facile de circuler dans la neige. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que les pneus à l'ancienne avaient des canaux transversaux
qui permettait de mieux agripper sur des chaussées glissantes. L'inconvénient de cette solution, c'était de générer du bruit parce que les arêtes de ces canaux viennent frapper contre les aspérités du revêtement routier. Aujourd'hui, les constructeurs, quand vous regardez les pneus d'une voiture récente, vous voyez qu'en fait que ce sont des pneus avec des profils qui sont très très lignés, avec peu d'adhérisation transversale. Ce qui fait qu'il y a moins de grippe sur chaussée glissante. Bon, ça fait moins de bruit, mais ça fait moins de bruit, il y a moins de grippe sur chaussée glissante, donc dans la neige, c'est moins bien, quoi. Est-ce que je peux poser une question sans doute bête, mais c'est pas grave, je vais l'assumer. Les voitures à l'époque étaient plus hautes, donc comment on appelle ça, le centre de gravité ça n'a aucun rapport. Bon. C'est vraiment la largeur des pneus. D'accord. Puisqu'il faut. Parce que là-dedans, elles étaient fines. Hein. Oui, mais dans la neige, il faut une pression plus forte il faut une pression plus forte au sol. Donc un pneu étroit sera mieux qu'un pneu large. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre des pneus plus étroits sur une voiture pour rouler justement l'hiver? Alors d'abord, on en a la preuve sur les rallyes hivernaux. Hein. On voit que les voitures sont équipées de pneus très très étroits pour augmenter la pression au sol. Donc est-ce qu'on peut monter des pneus très étroits? Alors la question est oui et non. Ça fait la réponse 16. est oui et non. Alors c'est parfois possible, mais on doit impérativement respecter les spécifications du constructeur. Donc en fait, on peut redescendre de dimension lorsque on a une voiture qui dispose d'une monte optionnelle sportive avec des grandes largeurs de pneus et des grandes dimensions de jantes. Mais il faut impérativement revenir à la monte de base et on ne peut pas faire autre chose. Donc en fait, il faut se référer au livret de bord et voir sur le véhicule quelle est la monte basique proposée par le constructeur. D'accord, donc on peut mettre des pneus plus étroits à condition qu'ils aient été homologués par le constructeur. En clair, c'est ça. Et Bastien vient de mettre, notre réalisateur de l'émission, sur Internet, une comparative de pneus hiver et pneus été. D'accord. Alors ça veut dire que si je mets des pneus plus étroits, il faudra que je change mes roues aussi. Alors, il faudra changer les roues, puisqu'en fait, ce qui compte chez les constructeurs, c'est la circonférence de roulement. Quelle que soit la dimension qui est montée sur le véhicule, les circonférences de roulement sont strictement identiques. On joue sur le diamètre de la jante et la largeur du pneu. Ça veut dire que si on change de dimension, il faut changer de jante. D'accord, ok. Alors on peut mettre donc des pneus en plus petits, on a compris, voilà. Est-ce que il y a des indices qui sont notés sur les pneumatiques? Est-ce que je peux baisser, par exemple, l'indice de vitesse? Aujourd'hui, si j'ai ma Ferrari qui roule à 300 km/h, est-ce que je peux mettre des pneus qui vont jusqu'à 150? Alors, on peut baisser l'indice de vitesse, c'est tout à fait autorisé par la loi, absolument. Donc, il n'y a aucun problème dès le moment où il s'agit d'un pneumatique homologué hiver, c'est-à-dire disposant sur le flanc du logo M+S ou du logo 3PMSF. Et ça vaut aussi bien pour des pneumatiques dits hiver que des pneumatiques dits 4 saisons ou toute saison, mais à condition effectivement qu'il y ait un de ces deux logos sur le pneu. Ça, c'est un impératif absolu. Alors, on peut baisser de plusieurs indices de vitesse. Généralement, on prend un ou deux indices, mais il y a une petite subtilité légale, c'est qu'il faut impérativement mettre sur le tableau de bord, parfaitement lisible par le conducteur, un petit sticker qui indique la vitesse limite des pneumatiques qu'on aura montées. Bon, et très honnêtement, qui le fait? Personne. Vous l'avez fait, vous? Tiens, allez, dites-nous tout, Dominique. Alors non, effectivement, je ne l'ai pas fait, mais alors c'est juste de la négligence parce que je dois en avoir. Oui, non, mais sérieux, Dominique, Dominique, vous pensez que la maréchaussée est au courant de ça et qu'elle nous arrêterait pour ça? Alors très franchement, je pense que la maréchaussée est au courant, mais j'ai pas entendu. Ils ont d'autres chats à fouetter. Ils ont d'autres choses à fouetter. Mais dans la législation, c'est bien prévu. D'accord. Alors en revanche, on n'a pas le droit de baisser ce qu'on appelle l'indice de charge, c'est-à-dire le poids que peut supporter chaque pneumatique. Ah bah non. Même si vous avez pris 5 kilos pendant le confinement. Alors ça, c'est absolument non. Tout simplement parce que ça conditionne la sécurité, que les pneumatiques sont prévus pour porter un certain poids, et si on monte des pneumatiques qui portent un poids inférieur, il y a un risque d'accident. Et d'ailleurs, il est pris en compte par les compagnies d'assurance. Si on a un accident avec un pneumatique dont l'indice de charge n'est pas convenable, il risque d'y avoir une déchéance de l'assurance. Et en plus, au contrôle technique, c'est une cause de défaut critique, donc qui entraîne l'immobilisation immédiate du véhicule. Bon, parfait. Merci Dominique pour ce. Donc on a compris, des pneus plus petits en pneus, on peut, oui. On peut. Indice de vitesse plus bas, on peut. Voilà. Et généralement, les indices de vitesse, charge, par contre, on n'y touche pas. Voilà, et les indices de vitesse sont des lettres, plus que des lettres. Vous regardez. Et puis le mieux, c'est de faire confiance aussi à son professionnel du pneu, en fait. Enfin, c'est mieux, c'est de savoir quand même. Oui, c'est bien de savoir et de faire confiance, parce qu'il y a des vrais professionnels. Et c'est bien. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Dominique.
Bon dimanche à vous. Ouais, alors on va samedi. commencer déjà par samedi. Demain bon aussi samedi en même et temps. bon dimanche. On va faire simple. Bon week-end. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? C'est notre dernier rendez-vous, vous le savez, vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc, un conseil, une demande, une précision sur votre futur véhicule. Eh bien, vous nous rejoignez. Salut Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Bah ça va bien, il pleut, il fait froid, mais ça va bien. Bon, alors soyez prudents sur les routes et on vous écoute pour votre question de changement de voiture. Voilà, actuellement j'ai un Lexus RX 400H et une Toyota Prius. Je désire changer de voiture, je fais 120 000 km à l'année. Ah oui. C'est pas mal, c'est un gros mes rouleur. Mes deux véhicules sont équipés de boîtier à éthanol. l'éthanol. Ouais, Vous êtes un professionnel de la route, Thierry? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Ok, parce que 120 000. Oui. Ça fait pas mal, ouais. Donc vous avez la solution la plus économique aujourd'hui, hein, l'éthanol, je le répète, hein, même si ça consomme plus, vu le prix du carburant, c'est extrêmement rentable pour les gros rouleurs. Et vous voudriez acheter quoi à la place de ça? C'est à la place ou en plus? Alors c'est à la place de la Prius. D'accord. Et le souci, c'est que j'aimerais bien changer de voiture, mais garder celle-ci. C'est-à-dire que cette voiture, j'en suis super content, donc j'aimerais bien reprendre une Prius, mais c'est vrai que passer mon temps dans la même voiture, j'aimerais bien voir autre chose que la Prius. Et mon budget ne me permet pas non plus d'avoir une Prius 4, parce que je roule en Prius 3. C'est quoi votre budget? Entre 12 et 15 000 grand maximum. D'accord. Et vous avez vu quelque chose ou pas? Alors j'ai vu pas mal de choses. La CT 200H, mais le coffre me paraît petit a priori. La Prius, la Toyota Auris Break. Ouais. Une Auris Break, c'est bien, hein. Une Auris Break, c'est bien. Hein. Mais on reste chez Toyota. Mais si vous faites 120 000 km par an, il y a deux choses qu'il faudra prendre vraiment en compte. C'est la fiabilité en premier. Hein. Et bien puis sûr. Après, vous avez roulé avec des boîtes automatiques, puisque tous les véhicules que vous avez, il n'y a pas de passage de vitesse. Donc ça, quand on est habitué à ça et qu'on roule beaucoup, on n'a pas envie de revenir à une boîte mécanique. Donc quand on prend ces deux paramètres en compte, malheureusement, on retombe souvent sur Toyota. Regardez les taxis. Ah, malheureusement. Mais il y a le choix, malheureusement dans Toyota. J'en suis très content. Oui, non, mais quand je dis malheureusement, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de variété dans le choix, quoi. C'est ça. Tout à fait. Alors, du coup... et la problématique, ça sera ça, parce que alors il y a un troisième problème, c'est passer à l'éthanol. Il faut des moteurs qui acceptent bien l'éthanol. On sait que les moteurs du groupe Toyota, ça pose pas de soucis, donc on peut faire beaucoup de kilomètres. Donc moi je serais vous, une Auris Break, si vous avez besoin d'un espace de chargement important, vous aurez votre Prius en plus grand, quoi, puisque c'est la même mécanique. Donc, on en trouve d'occasion avec le budget que vous avez, entre 12 et 15 000 euros, il y en a. Combien de kilomètres? Sur la fiabilité, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez même prendre un véhicule avec plus de 100 000 kilomètres. Ah ouais. Et puis, vous, même si vous lui rajoutez 120 000 kilomètres par an, c'est absolument pas un problème. Ça peut aller jusqu'à combien? C'est une voiture que je l'ai gardée pendant 2 ans, donc 2 ans, et je fais 80 000 km avec la petite et un peu moins avec la grande. Donc, c'est vrai que c'est un véhicule où je peux faire 240 000 km à peu près. Ouais. Donc, non, mais il y a des taxis qui ont plus de 600 000 km, vous pouvez y aller. C'est clair. Ma Prius à 360 000 km, elle roule très très bien. Voilà. Super. Bon ben voilà, donc c'est parti pour une Auris Break, hein Thierry? Merci beaucoup, passez un bon Bonne journée Thierry, au revoir. On vous embrasse fort. Eh bien nous on va quitter la route et vous savez qu'on ne prend pas le volant quand on a bu un verre, mais on va donc poser le volant et on va retrouver l'ami Alain Marty et notre émission Invino à 13h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine? Eh bien avec plaisir, Dame Laurence. Tiens donc, on va pas se gêner. Le plaisir est là, on le prend. Bon week-end Jean-Luc. Merci. Bon week-end à tous. Merci à Bastien d'avoir réalisé cette émission et Esteban de nous avoir donné un coup de main. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.